N'oubliez pas les inscriptions pour la sortie à Bérancourt. Donc ce sera le 9 juin à partir de 9h30 jusqu'à 17h. Donc il y a différentes possibilités. Vous pouvez vous inscrire à la visite du village le matin. Vous pouvez vous inscrire au repas au Griffon. C'est au choix, si vous voulez manger ailleurs aussi, vous pouvez emporter votre pique-nique. Et puis l'après-midi, il y aura une visite guidée du musée franco-américain de Bérancourt. Et les inscriptions doivent être envoyées avant le 20 mai. Le 20 mai. Donc essayez de vous dépêcher parce que le nombre de places est limité. Et la prochaine réunion, la prochaine conférence, ce sera le 25 mai. Et ce sera sur un sujet d'archéologie, donc on recevra l'archéologue Gymnase. Et vous n'oubliez pas aussi le 2 juin. Le 2 juin, il y aura quelque chose à Saint-Gobain pour le lancement de l'ouvrage collectif que la Société historique publie sur les verriers et les verreries dans l'Aisne. Donc ça, ce sera le 2 juin. Tout ça, c'est écrit dans le programme que je vous ai envoyé, sous format électronique et sous format papier. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir M. Gérard Urpin. Monsieur Urpin, vous le connaissez peut-être, il est déjà venu ici, du temps de Claude Carmen, pour faire une conférence sur la généralité de Soissons à la fin du XVIIe siècle. Il a publié un ouvrage sur ce sujet, un ouvrage que j'ai ici, et qui a été publié par les éditions du CTHS en 2010. Il en a apporté quelques exemplaires. Oui. Si vous ne l'avez pas encore, si ça vous intéresse. C'est 30 €. Je le dis pour mettre tout le monde à l'aise. Donc il en a quelques exemplaires. Monsieur Urpin a enseigné pendant longtemps à l'université d'Amiens, où il était maître de conférence. Et depuis son départ à la retraite, il reste très actif et il continue à s'intéresser à l'histoire de la Picardie. Vous vous souvenez peut-être qu'il a publié dans les mémoires de la Fédération en 2012 un article sur le Valois au temps de Louis XIV. Oui, voilà. Philippe d'Orléans, voilà, duc de Valois. L'apanage de Philippe d'Orléans. Et donc là, ce soir, il va nous parler du jansénisme. Alors, le jansénisme, vous en avez entendu parler à l'école, on va parler de Racine, de Pascal. Il y a des ouvrages, il y a des présentations générales du jansénisme. Il y a un livre de Monique Cotret qui est paru chez Perrin récemment en 2016, mais on n'avait rien sur les aspects locaux du jansénisme. Alors un article de Maxime de Sart à la fin du 19e siècle, mais depuis il y avait rien. Donc c'est la première étude à laquelle on a droit sur le jansénisme dans le diocèse de Laon, donc des origines jusqu'au milieu du 18e siècle. Alors un grand merci à M. Urpin, on l'écoute avec plaisir. Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est moi qui vous remercie aussi parce que depuis une vingtaine d'années que je suis amené à travailler, on m'entend bien ? Oui. Que je suis amené à travailler dans le département de l'Aisne, dans la Picardie orientale. Je dois dire que c'est, très sincèrement, c'est 20 ans de grande satisfaction professionnelle et humaine. Je suis normand, je suis de Rouen. Je m'étais dit qu'à la retraite, je reviendrais dans ma Normandie où j'avais en effet passé 20 ans professionnellement déjà. Et je dois dire que j'ai un peu de mal à me raccoutumer à ma province natale. Pourtant, l'année dernière, à la demande de l'Académie de Rouen, j'ai fait une étude sur le jansénisme dans la région de Rouen. Et à la vérité, de ce côté-là, Rouen est béni parce que Pascal y a vécu et il a été témoin et contemporain de ce que je peux appeler, permettez-moi de le dire, le grand jansénisme, c'est-à-dire le jansénisme de Port-Royal, philosophique, littéraire, incarné par des gens de première valeur. Alors, je m'étais dit, eh bien, je vais faire une comparaison avec un autre diocèse. J'avais vu l'archidiocèse de Rouen, je vais aller voir ce qui s'est passé dans le Lannoy et dans l'ancien diocèse de Laon.
à titre de comparaison. Eh bien, il n'y a pas de comparaison possible, pour une raison bien simple, c'est qu'à Rouen, nous sommes bien documentés sur le jansénisme à ses débuts, et à Laon, pas du tout. Je vais donc vous présenter, excusez-moi de vous le dire, mais un mouvement qui se meurt, et un mouvement qui est tué. Nous allons voir, je le dis, sans trop dramatiser, nous allons voir des gens intellectuellement persécutés et périr. En somme, on peut dire quel est le thème de cette conférence, le thème sous-jacent, le thème profond. Comment des courants d'idées sont étouffés et meurent au moins en apparence. Au moins en apparence. Eh bien, je vais citer mon compatriote Gustave Flaubert. Je suis très fier, je suis né dans la même rue que Gustave Flaubert. Oui, ça fait plaisir. Et j'ajoute que André Gide a joué entre là où je suis né et là où Flaubert est né. Pourquoi ça? C'est une longue suite de décadence. Bon. Flaubert écrit dans son dictionnaire des idées reçues au sujet du jansénisme: on ne sait pas ce que c'est, mais il est très chic d'en parler. Alors nous allons un petit peu braver les sarcasmes de l'ermite de Croisset, et puis nous allons essayer d'aborder ce sujet, eh bien, comme le faisait le maître, le professeur d'histoire de Gustave Flaubert, Amable Floquet, dont le nom est oublié, mais qui reste un très grand historien, éditeur des Mémoires de Saint-Simon. Il a eu de la chance, Gustave Flaubert, d'avoir eu pour professeur un lettré de la dimension d'Adolphe Chervel. Donc, document tiré de ce qui se rattache à l'ancien diocèse de Laon. En guise de définition, il nous suffira d'admettre que le jansénisme posa au XVIIe siècle, sur le terrain théologique, une question qui est éternelle et vraisemblablement insoluble pour un croyant: comment peut-on aboutir, d'une part, à la toute-puissance de Dieu, à son omniscience, Dieu peut tout et c'est tout, et concilier cette vérité avec la liberté humaine? Si Dieu peut tout, s'il a toute puissance sur moi, que puis-je? Et s'il sait tout, il sait par avance si j'irai au paradis ou en enfer. Qui puis-je? Alors c'est une question, évidemment, on peut penser philosophiquement absolument insoluble, mais on a beau faire, on y revient toujours sous une forme ou sous une autre. Les jansénistes avaient pour idée qu'on ne peut jamais résister à la volonté de Dieu ni à la grâce de Dieu. Le cadeau qu'il fait à l'être humain, c'est la grâce, et on n'y peut jamais s'y soustraire. Ils étaient persuadés pour la plupart qu'ils étaient dépositaires de cette grâce. Et les jansénistes tâchaient de se rendre dignes de la grâce de Dieu par l'accomplissement de bonnes œuvres et d'un genre de vie austère et pénitent. Ces morts austères, cette âpreté, ont donné à ceux qui étaient partisans de cette doctrine, à ces sectateurs, indiscutablement une grandeur et une noblesse qui forcent l'admiration. Les adversaires des jansénistes jugent que leur religion est sèche, rebutante, prête à détourner les âmes pieuses de leurs devoirs, en leur imposant sans cesse une vie de mortification, de crainte de Dieu, peut-être plus que d'amour. À la vérité, les jansénistes, le peu qu'il en est, qui a subsisté, se caractérisent par le sérieux de la vie, par le sentiment aigu des devoirs qui sont imposés à l'être humain, que l'on ne peut pas s'y soustraire. Le janséniste est un homme qui possède au plus haut point le sens de ses responsabilités envers Dieu et envers les autres. Et à ce titre, l'homme janséniste devait être assez semblable aux calvinistes. Et je crois qu'il faut en parler ici, parce que vous avez dans le nord du diocèse de Laon le fort noyau réformé de Thiérache. Et je crois que ça a son importance. Le type janséniste, je le dis tel que je le pense, c'est un type humain d'une haute élévation,
Saint Augustin, père de l'Église du IVe siècle de notre ère, est, après Jésus-Christ, son modèle. Il faut faire quelques références à l'augustinisme, la doctrine de Saint Augustin. Selon Saint Augustin, l'homme est un être profondément corrompu. Et étrangement, on pourrait dire, si l'on veut sortir de l'histoire et extrapoler, Freud a dit que l'inconscient de l'être humain était un chaudron de sorcière. Je tiens que Saint Augustin n'était peut-être pas éloigné de penser la même chose. Que la faute de nos premiers parents a été si grave et si offensante envers Dieu que notre punition est un vice perpétuel, une tentation perpétuelle et une souffrance perpétuelle. Et je reconnais que c'est accablant. Simplement, je crois que saint Augustin écrivait par des temps terribles et troublés, qui étaient les temps du Bas-Empire, où il avait aussi à défendre sa cité contre l'invasion des barbares. Alors, celui qui est pénétré des doctrines jansénistes sent douloureusement son état de déchéance et sent toute proche la colère divine. Il en résulte une conception sombre de la destinée. La vie doit être de mortification et de pénitence, mais aussi pour son rachat, de charité envers autrui. Vie austère, remplie du sentiment de l'indignité, de la responsabilité et de la confiance en Dieu. Bossuet, qui n'était pas janséniste, mais qui les comprenait parfaitement parce qu'il comprenait tout, n'est-ce pas? Bossuet, dans une lettre, a dit qu'il fallait saisir l'incompréhensible sérieux de la vie chrétienne. Et ça, je crois que les jansénistes n'étaient pas éloignés de cette idée de l'incompréhensible sérieux. Et leurs adversaires, bien entendu, étaient ceux qui avaient une conception beaucoup plus libre, beaucoup plus ouverte de la religion. C'étaient les théologiens, j'aurais tendance à dire libéraux. On les appelait molinistes, qui insistaient sur la responsabilité de l'homme et dans son degré de liberté qui lui avait été laissé. L'homme peut participer à son salut par sa liberté, par sa volonté. Et ces théologiens optimistes, si je puis dire, étaient plutôt les théologiens des jésuites de la compagnie de Jésus. Ce qui fait qu'entre jansénistes et jésuites, il y eut une animosité dès le commencement et une animosité haineuse qui va tourner à la haine au long du XVIIIe siècle. C'est ce qui va être notre propos quand on ouvre la fenêtre du diocèse de Laon. Faut-il remonter assez haut? Oui, si vous voulez. Lorsque l'Église catholique, confrontée au choc du protestantisme, a décidé de sa grande réforme au XVIe siècle, au fin du XVIe siècle, le Concile de Trente, elle a clarifié ses dogmes, essayé de purifier sa morale, etc., etc. Très peu de temps après, dans cette œuvre de purification, un théologien belge, si je puis dire, moi je crois qu'on peut dire belge de cette époque, théologien qui s'appelait Baius, théologien de Louvain, soutient les doctrines de saint Augustin d'une manière très sévère, et la papauté dit halte là. La papauté a vu qu'il y avait un piège dogmatique terrible, que si l'on entrait dans cette querelle, on n'en sortirait plus. En 1567, très peu de temps après le concile, la papauté a demandé à Michel Baius, le théologien de Louvain, de ne pas agiter cette question. Il eut beau faire, la tradition de Baius, augustinienne, sévère, austère, se perpétue à Louvain. Et en 1640, elle culmine avec la publication de l'œuvre de son disciple, Jean Janssen, Jansénius, si vous voulez, évêque d'Ypres, qui publie un ouvrage monumental où il prétend résumer saint Augustin. Cet ouvrage, c'est l'Augustinus. Alors, de l'Augustinus, énorme folio. On a souvent dit qu'à peu près personne ne l'avait lu. Enfin, si, à l'époque, au XVIIe siècle, on l'avait lu, mais je pense, sincèrement, là-bas sur le cœur, je pense que depuis le milieu du XIXe siècle, je pense que ce livre, sans doute fondamental dans l'histoire de la pensée, n'a jamais pu être relu. Si vous voulez, je ne sais pas moi, 3000 pages sur double colonne en latin,
Mais il y a des faits culturels, si vous voulez, il y a des faits culturels. Des faits culturels. Ça pouvait se concevoir dans une société où les ecclésiastiques étaient nombreux, les philosophes très nombreux. J'allais dire, les gens qui étaient les rentiers, les gens qui n'avaient que ça à faire, pouvaient s'y attacher. Aujourd'hui, c'est plus ça. Vous le trouverez, il doit être numérisé sur Google. Bon. Non, mais je plaisante sans plaisanter. L'Augustinus, livre de Jean Janssen, a tout de suite un écho en France. Tout de suite, par le relais de l'abbé de Saint-Cyran. Je vous passe sur les détails de la transmission de Saint-Cyran. Quoique je dois évoquer une tradition axonaise. On a dit que le jansénisme, je crois que c'est une légende, est né à Bourgfontaine, à la Chartreuse de Bourgfontaine, non loin de la Ferté-Milon, dans des espèces de colloques qui se seraient tenus entre Jansénius venu de Belgique et l'abbé de Saint-Cyran. C'est qu'on trouvait. Mais ça fait partie, vous savez, du légendaire. Bourgfontaine, c'est, je vous dis, à quelques kilomètres de la Ferté-Milon. C'est un endroit très curieux pour les personnes qui ont pu le visiter. J'engage à faire la visite, c'est prenant comme endroit. Bref, les doctrines augustiniennes pénètrent en France et elles pénètrent dans un lieu alors de grande élévation qu'est le monastère des cisterciennes de Port-Royal, tout près de Versailles. Là encore, je vous engage à visiter les ruines de Port-Royal. C'est vraiment une visite à faire. Ça ressemble assez, si vous voulez, à, j'allais dire, des musées japonais. C'est pas que je connais ces musées japonais, mais vous savez que dans la culture japonaise, un lieu, un jardin, quelques pierres, une disposition, un ruisseau, c'est un lieu de mémoire, de visite, de ressourcement, de pensée. C'est exactement l'impression qu'on a à Port-Royal. Enfin, si ça prend ou pas. Les uns diront c'est un monument d'ennui, et d'autres diront c'est un lieu de haute spiritualité. Ah oui, mais il faut tenter l'expérience. C'est pas très loin. Alors, Port-Royal rayonne, et vous savez bien, l'histoire littéraire nous le rappelle, qu'autour de Port-Royal ont gravité Racine, qui a été l'élève des petites écoles, Pascal, bien entendu, qui a été solitaire à Port-Royal, plus tous les amis de Port-Royal, Madame de Sévigné, qui lit abondamment les jansénistes. À côté de Madame de Sévigné, il y a quelqu'un qui tient aussi, quelque part, l'actuel département de l'Aisne, c'est le duc de Saint-Simon. Saint-Simon est quasiment janséniste. Et je vous engage en tant qu'axonnais, comme on dit, à feuilleter Saint-Simon, parce que véritablement, il n'oublie pas le vermandois, il n'oublie pas son nom, il n'oublie pas sa terre. Et il connaît de tu à toi tout le monde par là. Les évêques de Laon, les évêques de Noyon, les ceci et les cela, ils sont de père à égal. Il appelle l'évêque de Noyon par son nom de famille. Bref, une mine de renseignements. Autrement dit, le jansénisme, c'est largement une grande page de l'histoire culturelle et politique de la France. Louis XIV les haïssait. Il les haïssait de ce haine tenace qui sont probablement des haines d'enfance. Il les soupçonnait d'avoir en eux des germes de républicanisme. Je n'aborde pas la question. Elle est brûlante. Même encore, aujourd'hui, il y a eu à Port-Royal une réunion sur ce thème, jansénisme et républicanisme. Ou plutôt, je vais la vider pour ne pas laisser, je vais l'aborder pour ne pas vous laisser dans le doute. Dans leur conception sévère de la vie et de la destinée, les jansénistes estimaient que la politique était nécessaire parce qu'elle était un châtiment. L'homme étant vicieux, il faut, pour que la société civile tienne, qu'il y ait une autorité. Qu'elle fût monarchique, républicaine ou démocratique, ça vous trouvez dans Pascal, ça n'a aucune importance. L'essence de la politique est le châtiment.
qu'est-ce que va dire le révolutionnaire Robespierre? Si tous les hommes étaient vertueux, ce serait bien facile de gouverner. On gouvernerait par la vertu, mais comme on ne peut pas gouverner par la vertu, on gouverne par la terreur. C'est le fameux discours de Robespierre. Eh bien, je trouve que c'est véritablement un point de vue quasi janséniste. Il faut une autorité monarchique, républicaine, démocratique, aristocratique, mais peu importe, elles sont toujours aussi mauvaises. On connaît, à propos de Louis XIV, n'est-ce pas? Je ne sais pas si le mot est authentique. Nomination, je crois, de maréchaux. Et son ministre de la guerre lui dit: mais vous savez que le maréchal est athée. Ah, je craignais qu'il fût janséniste. C'est ce qu'on lui prête. Enfin, c'est bon. Bref. Élevé enfant dans la méfiance envers les jansénistes, le vieillard qu'il est en 1713, 1710, poursuit de sa haine ultime les jansénistes et fait détruire le monastère de Port-Royal et exhumer tous les corps qui s'y trouvent, y compris celle des nonnes qu'on a inhumées, y compris celle de corps de Racine que l'on transfère dans un cimetière un peu plus décent. Rien ne doit résister. Louis XIV, à l'époque, si je fais bien les comptes, a 72 ans. Il sait qu'il va devoir rendre compte au Père éternel. Et, comme on dit, il fait faire sa pénitence et sur les protestants et sur les jansénistes, bien sûr. Qui lui avait soufflé l'idée? C'était son confesseur jésuite, Le Tellier. Et pour être bien sûr qu'à la destruction physique, si je puis dire, matérielle de Port-Royal et du jansénisme, on enlève les racines religieuses, Louis XIV et le Père Le Tellier sollicitent le pape de nouveau d'une condamnation solennelle et ferme de tout le jansénisme. On est en 1713, le pape, peut-être en fait un peu prier, accepte les desiderata du vieux roi Soleil et publie 1713, le 8 septembre, je crois que c'est le jour de l'Annonciation, la bulle Unigenitus. Excusez tout ce latin barbare, si vous voulez. Les décisions pontificales les plus solennelles sont sous forme de bulles. C'est scellé une bulle d'or, je crois. Bon, un archivisme contredirait. Une décision pontificale est une bulle et on les identifie par le premier mot latin, Unigenitus, je crois, le Fils unique de Dieu, etc., etc. Cette bulle fait l'effet d'une bombe. Je le montrerai tout à l'heure par le diaporama, et encore, quand on l'étudie d'à peu près, elle doit scandaliser, je le dis, toute personne qui a du bon sens. Alors, allons, qu'en est-il du jansénisme? C'est bien embêtant l'affaire de Laon, parce que quand on peut saisir, quand on a les documents sous la main, l'affaire est déjà très largement engagée. Le diocèse de Laon est au moins fortement teinté de jansénisme, au moins fortement, peut-être plus tôt. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, disons, entre 1650 et 1713, quand l'affaire éclate, quand la bombe éclate? Il s'est passé de grandes choses. Il s'est passé de grandes choses sous l'épiscopat du cardinal d'Estrée ou d'Estrée. Je crois qu'il faut plutôt dire d'Estrée. Enfin, bon, on va se conformer à l'usage, on va dire le cardinal César d'Estrée. Et il y a plusieurs mois, quand j'avais pris contact avec M. Thierry, M. Daumain, j'avais pensé faire un exposé sur ce personnage brillantissime que fut le cardinal d'Estrée. C'est vrai qu'il mériterait d'être un petit peu terrible. Je me permets une digression sur lui parce que je crois que je l'aime bien. Ça arrive. Le personnage est évidemment la famille, vous savez à quoi il doit sa fortune, n'est-ce pas, la belle Gabrielle. Il en est le neveu. Puis quand on regarde la famille d'Estrée, des gens qui ont beaucoup de chance. Ils sont riches, ils sont beaux, ils sont intelligents. Enfin, c'est héréditaire, mais il y a des familles, ça réussit très bien, et c'est le cas. Le duc de Saint-Simon, c'est le petit duc, comme on dit, qui passe pour si méchant. En fait un portrait, mesdames, messieurs, je vous le recommande, éblouissant. Je crois que ça commence ainsi.
C'était un homme qui avait l'esprit aussi beau de visage que d'esprit. Je crois quelque chose comme ça. Alors, César d'Estrées est très jeune, environ à 25-26 ans, il est évêque de Laon. En 1653, la guerre de 30 ans n'est pas finie. Tout le monde vous connaissez bien l'état de dévastation épouvantable. C'est là que Saint Vincent de Paul fait ses premières armes charitables, tellement il y a de misère dans le secteur, si vous voulez. Et on donne à un homme d'exception, en 25 ans, la charge d'être évêque de Laon. Entre autres. Puis cet homme est tellement doué que très rapidement on s'aperçoit qu'il va être un diplomate de première classe et il est envoyé à peu près partout où il y a des négociations difficiles. Enfin, être diplomate du temps de Louis XIV, c'est peut-être pas une position non plus si difficile que ça, parce que tout avait bien réussi, le travail était bien préparé. On le voit en Portugal, on le voit en Savoie, on le voit à Rome. Il a participé à l'élection de 4 papes. Et cela jusqu'à 72-75 ans. Il est mort très très âgé avec Saint-Germain, très tranquille. Et cet hyperactif, dès qu'il n'est plus en mission, il revient à Laon et veille à tout, absolument à tout. On lui doit la création du séminaire, au moins la réfection d'un hôpital, et on lui doit aussi la création de l'hôpital de Liesse et différentes œuvres pieuses conçues avec la princesse de Lorraine à Liesse. Entre mille autres choses. On voit véritablement l'hyperactif qui n'est pas aussitôt arrivé à son siège, qui reprend les dossiers, on sur les affaires, qui crée le séminaire en 1660. Et ce séminaire, il les place, ça c'est un indice, les pères de l'oratoire, les oratoriens, non pas les jésuites, mais les oratoriens. Et les oratoriens ont beaucoup fourni aux jansénistes. Beaucoup. Il y a un discours qu'il faut lire sur 2 plans, c'est l'oraison funèbre du révérend Père Bourgoin, supérieur de l'oratoire, par Bossuet. C'est prodigieux. C'est prodigieux. Bossuet fait à la fois l'éloge funèbre et derrière chaque phrase, on voit les arrière-plans que nous avons, nous, du mal à comprendre et que les contemporains comprenaient très bien. Oh, que le révérend Père Bourgoin a bien gouverné sa maison au moment de la querelle janséniste. Ce que fait d'Estrées à Laon. Officiellement, il est pour la Concorde. Et en 1667, le cardinal, avec 2 autres évêques français, va négocier auprès du Saint-Siège ce qu'on appelle la paix de l'Église. C'est-à-dire, on va faire taire les querelles. C'est trop grave. L'État et l'Église en pâtissent. Négocions une paix, ne serait-ce que pour gagner du temps. Et le cardinal, dans son diocèse, fait signer aux ecclésiastiques un formulaire comme quoi il condamne Jansénius. Mais avec réserve. Pendant ce temps, je le soupçonne, mais je n'en ai pas la preuve, d'avoir confié les postes importants de son diocèse à des proches du jansénisme. Je le vois dans son secrétaire, janséniste indépendant, Diroy, dont je voudrais bien savoir ce que devenait la bibliothèque, parce que j'ai la trace comme quoi il a donné sa bibliothèque à l'évêque. Et si j'avais le temps, j'irais à la bibliothèque municipale de Laon, savoir si un vieux fond n'est pas un fond janséniste. Mais je me suis dit non, elle doit être ailleurs, puisque le cardinal est mort avec Saint-Germain-des-Prés, ou bien la bibliothèque de son théologien est à Saint-Geneviève, ou bien à la bibliothèque nationale. Mais ça, j'essaierai de creuser l'affaire. Donc je vois dans son entourage, c'est indiscutable, François Diroy, janséniste indépendant, et puis un autre janséniste aussi. C'est-à-dire que le cardinal est assez habile, en gros, pour éviter le scandale public de la division, mais en sous-main, favoriser un clergé de haute qualité, vertueux, austère, et qui fait la grande œuvre de reconstruction après la guerre de 30 ans dans une région particulièrement affligée par le désastre de la guerre. Surtout dans le nord de l'actuel département, Thiérache, c'est pas un hasard qu'il y a des églises fortifiées. Alors, par népotisme, la succession de l'évêché de Laon, César se démet de l'évêché de Laon, il est encore dans la force de l'âge, et le confie à son neveu, Jean,
je pense que c'est une reconstitution. Tout jeune homme comme lui, mais à sa différence, un être maladif qui ne peut pas bien assurer ses fonctions, mais, et puis à ce jeune évêque incombe une tâche autrement difficile qui est la persécution des protestants. Ce que je sais de Jean d'Estrées, un assez bref épiscopat, 13 ans, c'est que nous avons de lui un texte authentiquement jansénisant. Il recommande à ses fidèles de se confesser à des prêtres qui ne donnent pas facilement l'absolution. Ça, c'est une marque janséniste. C'est une marque janséniste, c'est un des points fondamentaux du jansénisme. Le pécheur qui avoue sa faute doit la ressentir, et c'est pas avec 2 gouttes d'eau bénite et un je vous salue Marie qu'on éponge les crimes. Il était préconisé, si vous voulez, de faire la confession, puis le confesseur devait dire, canoniquement, vous allez d'abord réparer, vous avez menti, vous avez volé, vous avez trahi, vous allez tout remettre à plat. Si vous allez rendre les mensonges que vous avez faits, vous allez les désavouer, puis après on en reparle. Oui, quand je vois certains visages, et l'auditoire a tiré les conclusions. À ce compte-là, il va plus y avoir vraiment dans l'Église. Et c'est ce que dit Jésus, et vous allez vider la maison. Donc voilà, on a malheureusement sur cet évêque assez peu de documents, mais il est dans la ligne de l'oncle. Il favorise en sous-main les jansénistes, mais ne veut pas qu'il y ait d'expression publique. Alors là, lorsque M. Jean d'Estrées décède en 1694, on va entrer dans un long épiscopat difficile d'un homme. Alors, j'ai beaucoup de regrets, mesdames, messieurs, je cherchais des portraits, je ne l'ai pas, j'ai rien à vous soumettre. C'est Monseigneur Clermont, de Clermont. Haute noblesse, c'était des Clermont de chasse, comme à Noyon, il y avait des Clermont-Tonnerre, si vous voulez, c'est la même famille. C'est Monseigneur de Clermont, Monsieur Clermont, qui va éponger la crise. C'est lui qui reçoit la bulle Unigenitus, j'allais dire, de plein fouet. Et Monsieur de Clermont, en 5-6 ans, il va se tirer de l'affaire aussi mal que possible. Il est facile de le dire maintenant. Si vous voulez, cette... Attendez, c'est peut-être pas exactement la diapo qu'il fallait. Je vous prie d'excuser ce petit machin. Non, c'est pas ça non plus. Non. Excusez-moi, je vais revenir en arrière. Voici une proposition qui est condamnée par la bulle Unigenitus. Alors, évidemment, nous allons entrer dans les dispositions, si vous voulez, on admet les principes chrétiens. Que reste-t-il à une âme qui a perdu Dieu et la grâce, sinon une impuissance au travail, à la prière et à tout bien? Normalement, si je puis dire, c'est extrait d'un livre de piété, proposition qui dans la littérature chrétienne n'offre rien de scandaleux. Un être qui a perdu la grâce, les béabas de ce qu'on suivi le catéchisme, un être qui a perdu la grâce, il a perdu la confiance de Dieu, il est livré à lui-même et à ses désastres. La bulle déclare une telle proposition et les 100 qui suivent impie, blasphématoire, hérétique, attentatoire à la dignité de l'Église et à la sûreté de l'État. Oui, je maintiens, n'est-ce pas, je donnerai l'article et les références y sont, on peut les consulter. Pour les personnes un peu curieuses, je cite le texte avec sa traduction, le texte de cette bulle Unigenitus, et dans le livre de Léon Mention, Mention, document relatif au rapport de l'Église et de l'État. Stupeur.
Une partie des évêques reçoit cette bulle et se dit mais c'est très, très embarrassant. Et celui qui dit mais il ne faut pas recevoir ça, ceux qui disent pas recevoir un pareil texte sont au nombre de 9. Je passe l'évêque de Montpellier, l'évêque d'Angers et l'évêque de Laon. Monsieur de Clermont dit non. Monsieur de Clermont est si rude qu'il dit le pape est un prévaricateur. C'est-à-dire un traître, quelqu'un qui trahit la cause. Il faut se séparer, il ne faut pas rester là. Donc on voit un évêque de Laon particulièrement hostile à la bulle, particulièrement indocile au Saint-Siège et tout, qui va créer une crise. Il la crée 48 heures. On lui fait remarquer que ses revenus sont considérablement améliorés parce qu'on a joint temporairement à l'évêché de Laon l'abbaye de Saint-Martin. Que s'il s'élève contre cette bulle qui est reçue par le roi et par le pape, la mesure de rétorsion pourrait vite arriver. Et, alors ça je ne l'écrirai pas, Monsieur Clermont, qui a réfléchi, en 48 heures il perd les pédales. Quand on le suit, on a des traces dans la correspondance de Fénelon, l'archevêque de Cambrai, très antichaussiste. On a des traces dans Fénelon, on a d'autres traces, il s'agit. Il va à Versailles, il va frapper à des portes, 48 heures terribles pour Monseigneur de Clermont. Puis après avoir été à la tête de l'opposition, officialise. Mais son clergé, particulièrement les chanoines, ne l'entendent pas de cette oreille, il y songe en ses 10 ans, et lui oppose à l'imprimé, 1717, en lui disant « Monseigneur, voici ce que la papauté condamne, voici ce que vous avez écrit. » C'est dans son bréviaire, dans son missel et dans son catéchisme. Que reste-t-il à une âme qui a perdu Dieu et la grâce, sinon une impuissance au travail, à la prière et à tout bien? Ça, pour la papauté, c'est l'enfer. Pour Monseigneur de Laon, nous avons un si grand besoin de la grâce que sans elle, nous ne pouvons rien faire de bien, ni nous empêcher de tomber dans le mal. Proposition à peu près équivalente, l'une est la négative de l'autre. Et une partie du clergé, je vous laisse un peu regarder, mais je vais peut-être un peu vite. Une grande partie du clergé lannois, avec l'humour des gens qui se sentent bien installés dans leurs pensées, disent très respectueusement: mais Monseigneur, qui devons-nous suivre? Ou le Saint-Père qui condamne, ou vous qui approuvez? Qui faut-il croire? Alors, les ecclésiastiques qui rejettent cette bulle illégitime, ceux que je peux appeler les jansénistes du diocèse de Laon, trouvent une solution. Le pape s'est trompé, a été mal conseillé, il faut faire appel. Il faut faire appel à quelle juridiction? Au concile œcuménique. Comme il y en a eu, le concile de Trente, le concile de réunion très rare. Mais tant que le concile n'aura pas tranché, nous n'obéirons pas. Nous faisons appel. Nous sommes les appelants. Alors, monsieur et madame Dinet a enseigné, était ma collègue à la faculté d'Amiens. Monsieur Dinet et son mari à Strasbourg ont dressé une carte. Je ne sais pas si. Écoutez, on va se contenter en première approche d'une analyse vraiment très très sommaire. Si vous voulez, plus c'est noir, plus c'est jaune. Plus c'est blanc, moins c'est noir. Alors, je vous donnerai un petit détail. Voici l'ange, diocèse de Laon, qui est vraiment en bonne position. Il y a quelques zones qui sont toutes noires pour une raison très simple, c'est que Châlons, Paris, Tours et en principe Montpellier étaient tenus par des évêques fondamentalement à plat. Vraiment, le diocèse de Laon que vous avez ici est bien situé parmi les jansénisants. D'ailleurs, il y a presque une géographie du jansénisme. C'est, je laisse un peu le côté le midi, j'ai essayé d'avoir des informations pour comparer, mais on ne m'a pas répondu. C'est le bassin de la Seine. Or, je signale une chose, c'est qu'à cette époque, c'est la région la plus alphabétisée de France.
faut mettre les choses en rapport. Et les régions qui sont le moins alphabétisées, c'est les régions du sud-ouest. La Bretagne, non, encore bien particulier. C'est la région qui l'est le moins. Carte suivante qui n'est qu'un détail, si vous voulez, de la précédente. On va dire que dans le diocèse de Laon, 10 à 15% des paroisses sont tenues par des curés jansénistes. Nombreux dans la ville même. Bon, Châlons, constituant grâce à son évêque, pour ceux qui étaient persécutés, a constitué pendant un certain temps, avec Auxerre, des zones de refuge. Parce que là, l'évêque de Châlons était appelant, comme l'archevêque de Paris. Et le jansénisme tient aussi, il faut le dire, par la personnalité un peu étrange de Monseigneur de Noailles. Je cite les noms, ce n'est pas pour faire un catalogue de noms propres, si vous voulez, mais vous voyez qu'il y a des noms de grandes familles, entre guillemets, qui en imposent. Un Noailles, on passe là outre, famille qui donne des maréchaux. Alors, une carte à peu près semblable, si vous voulez, du pourcentage de prêtres qui font appel. En peu de choses près, c'est la même carte. À peu près, c'est la même carte. Un peu en détail. Bon, des définitions, on va les laisser de côté, on les a vues. Eh bien, Monseigneur de Clermont-de-Chaste, comment dire, est dans l'incertitude, après avoir joué les chevaliers blancs et les fait des rodomontades, se calme, rentre dans son diocèse, a une attitude qui se veut conciliante. Il protège en sous-main les jansénistes et meurt en 1721. Alors, dans les registres du chapitre cathédral de Laon, grande maison, très grande maison, voilà, au jour le jour, le greffier du chapitre consigne les événements, et puis en marge, à la date du 4 octobre 1721, même à 8 heures du soir, l'évêque de Laon, Clermont de Chaste, est décédé. Et dans les marges du registre capitulaire, vous avez cette croix, les larmes qui tombent autour de la croix, et puis les os mortuaires. Alors, quand un chanoine décède, il y a une simple croix noire, mais là, c'est l'évêque, et on sent que c'est pour eux une perte. Car tout le chapitre, et je remercie les archives départementales de Laon et la bibliothèque municipale de Soissons de m'avoir donné accès à des documents qui m'ont permis de travailler assez vite et je l'espère assez bien en facilitant considérablement la tâche. Tout le chapitre de Laon, j'ai pu m'en assurer, chapitre cathédral, les 80 chanoines, sur les 80 chanoines, il y en a 79 qui sont appelants. Il n'y en a qu'un, je donnerai le nom si vous voulez, non, moi je fais pas appel. Alors, c'est une constante que l'on voit dans les crises. J'avais eu l'occasion d'étudier la révocation de l'édit de Nantes et les protestants, si vous voulez. J'avais vu cette chose très nette. Il y en a 5% d'irréductibles, 5% de protestants qui se convertissent au catholicisme par conviction catholique. Ils sont vraiment convaincus. Et puis vous avez une masse flottante. Et là, véritablement, dans le chapitre, nous avons des appelants en grand. Alors, ce chapitre, on va entrer, si vous voulez, dans la sociologie de Laon. Si vous voulez. Les noms, on les connaît bien. On les connaît bien parmi ces personnes. Je cite le mémoire de l'intendant de Soissons. La cathédrale est composée de 5 dignités, un doyen, 2 archidiacres, un trésorier, un chantre, et de 84 canonicats de 600 livres de revenus. Alors, la tradition, mais peut-être vous me confirmerez ou m'affirmerez, le chapitre de Laon, chanoines de Laon étaient les plus nombreux de France. C'est le chapitre où il y avait le plus de chanoines. C'est toujours ce que j'ai lu, je n'ai jamais vérifié. 84 chanoines. Dans les noms, et j'étais encore cet après-midi dans la cathédrale et je voyais tristement les tombes de chanoines servant de dalle, c'est-à-dire que dans très peu de temps on ne verra plus rien. Je vois les noms, on les connaît, quand on connaît Laon, on connaît ces noms-là. Bien entendu, parmi les jansénistes figurait un certain Bugnâtre,
docteur de Sorbonne. On sait bien que les Bumiatres, c'est parmi les premiers historiens blancs. J'y vois les noms de Jacques Lélu, des frères Lélu, ou Leleu, comme on veut, je ne sais pas comment on prononce chez vous. Et les Lenins. Or, tous sont bacheliers, licenciés de Sorbonne, tous gradués de l'université. On sent que c'est une fine fleur. Si on prend le chanoine, excusez-moi, le Bumiatre, il est à la fois chanoine de l'église de Laon, mais en même temps, il est magistrat au présidial de Laon, c'est-à-dire la cour d'appel. Et il fait le lien entre deux milieux fortement jansénistes, le chapitre et la magistrature. Or, presque toute la magistrature, pour raisons ou religieuses ou politiques, va basculer dans le jansénisme. Mais pour des raisons parfois politiques. Passons. C'est-à-dire qu'attaquer les jansénistes, c'est se mettre à dos le meilleur du clergé, une partie de la magistrature. Et j'ajoute, parce que ça je l'ai vu à Laon, au bon diocèse de Laon, j'attends témoignage. Le petit peuple chrétien. Le petit peuple chrétien a de la vénération, je ne cite pas mot à mot, et je l'ai, de la vénération pour ses bons prêtres. Les prêtres jansénistes ne sont certainement pas très commodes, mais ils sont charitables, donnent l'exemple. Et on sait que c'est toujours un type de clergé, évidemment, qui force l'admiration, même si la piété est fragile ou vacillante. Une personnalité rassurante. J'ai ce témoignage, j'anticipe un peu, quand ils vont tous aller les uns après les autres à l'évêché et dire comment ils se déterminent, on voit des paysans dire surtout ne signez pas ce papier, l'abbé, tenez bon. Alors, faisons compte, le meilleur du clergé, une grande partie de la magistrature et le petit peuple. Sacrée puissance sociale. Et cette bulle crée un clivage pour beaucoup. Or, j'aime bien le mot actuel, c'est clivant. Et une société qui se clive est une société qui se fragilise. Il y a un très beau livre ancien d'un certain Félix Roquin qui voit de lointains, prodromes de la Révolution dans ce clivage, mais je ne discute pas. Monsieur Clermont est mort. On lui trouve un successeur. Et un successeur de poigne. Voilà. C'est M. de Saint-Albin. Alors, M. de Saint-Albin, je crois qu'il a 25 ans, quand il est nommé évêque duc et père de Laon. Et a une belle carte en main, c'est le fils du régent. Fils illégitime. Le régent était de mort assez libre, évidemment, et ma foi, ce fils, il l'avait eu d'une comédienne, il fallait bien en faire quelque chose. Bon, comme il n'était pas regardant, vous savez qu'il avait donné à l'abbé Dubois son principal ministre, il avait donné l'archevêché de Cambrai, à la mort de Fénelon, gros contraste. Eh bien, à la mort de M. Clermont, il nomme Saint-Albin. Alors, Saint-Albin est un homme tout simple. Il faut dire ce qu'il est. Il reçoit les instructions de son père. Pour la paix civile et politique, le régent est athée, il faut dire ce qu'il est. Dubois, son principal ministre, est athée. Ce qu'il faut, c'est la paix civile, et puis, selon leurs mots, il faut faire taire la pétrale. On fera au pape les concessions qu'il faut, mais qu'on fiche la paix avec ses copains. Alors, Saint-Albin s'y prend tout simplement. Il réunit les prêtres de son diocèse, c'est ce qu'on appelle le synode. Ça existe toujours, les évêques réunissent en synode. Maintenant, ils y viennent mettre des laïcs, mais leurs prêtres pour donner les instructions. Ils réunissent en synode et leur demande de se déterminer, par oui ou non, sur la bulle. Et il faut l'accepter. Voilà. Et maintenant, on va tirer les choses au clair, de les passer un par un. Voilà. Alors, on a conservé, voilà pourquoi. Parce que les jansénistes, voyez-vous, les jansénistes ont très tôt une mémoire très ordonnée et consignent tout. Et ça, on a encore la preuve par cette attitude qu'être parfaitement documenté, c'est avoir un instrument de pouvoir et un instrument d'une force
absolument incroyable. Et ça, il note ça. Et ça, il faut reconnaître qu'ils ont une tendance graphomaniaque, ils notent tout. Ils ont des sténographies de tout. Et ils ont une sténographie d'un dialogue entre l'évêque Saint-Albin, 26 ans, et le chanoine Galien, qui en a 83. Verbatim, citation du chanoine Galien. Je me rends, monsieur, à vos ordres. Je sais bien ce que vous me voulez dire. N'est-ce pas de cette bulle qui fait tant de bruit dont vous voulez me parler? Vous voudriez bien que je la signasse comme quelques-uns ont déjà fait? Oui, dit le prélat, vous me feriez plaisir. Ah, monsieur, répondit le chanoine octogénaire, je ne peux pas le faire. J'ai appelé avec le chapitre et avec l'évêque défunt. Oh, si vous le connaissiez, c'était un bon évêque, un si bon évêque. Il aimait la paix et nous a toujours laissés en repos. Il nous a mis dans le bon chemin. Ah, je ne le quitterai jamais. À ce que je vois, dit le prélat, vous êtes bien résolu pour un homme de votre âge. Sur cela, le bonhomme lui cita le mot d'Horace. J'ai traduit, l'homme juste, inébranlable, ne craint ni les détestables violences des citoyens, ni les menaces passionnées du tyran. Il le fait en latin. Tenacem propositi virum. Puis il ajouta, je sais, monsieur, que vous avez tout pouvoir. Il ne tient qu'à vous de faire venir une lettre du roi de la cour et de m'envoyer je ne sais où. Peut-être à 200 lieues d'ici. Eh bien, il faudra partir. Mais qu'arrivera-t-il? J'ai 83 ans. Je ne pourrai aller qu'à 1 ou 2 lieues d'ici et je mourrai au coin du buisson. Citation latine des psaumes. Ici sera le lieu de mon repos pour les siècles des siècles. Le corps pourra être dévoré des bêtes, mais l'âme s'envolera dans le ciel. Le texte est parfait en ce qu'il concentre, je crois, absolument tout le jansénisme. En quel point? D'abord, le jansénisme est savant et ironique. Horace est le poète préféré des lettrés, des latinistes lettrés. Horace était un épicurien qui savait bien vivre et on apprenait dans les collèges les poésies d'Horace. Je retraduis le mot, la citation, l'homme juste inébranlable dans ses résolutions ne se laisse pas abattre ou entamer par les détestables violences des citoyens, les menaces passionnées du tyran. Si le monde croulait en morceaux, les débris le frapperaient sans lui faire peur. Il est très clair que l'évêque Saint-Albin, éduqué sur les jésuites, a tout de suite compris la citation. Mais il y a la citation scripturaire, citation des psaumes. Ici sera mon repos pour les siècles des siècles. Mais si on regarde le texte de la Bible, il y a plus haut, c'est la sainte ville de Sion. C'est la Jérusalem céleste qui sera mon repos pour toujours. Le corps pourra être dévoré des bêtes, mais l'âme s'envolera dans le ciel. Il est donc bien assuré, le chanoine, d'aller au ciel. C'est qu'il croit à la prédestination janséniste. Il a la grâce. En 3 mots, et une citation bien modeste, le vieillard a absolument assumé ce qu'il est, ses croyances, ses convictions, le caractère inébranlable de ses convictions. Je passe sur le détail des persécutions. Si vous voulez, on ne va pas faire des mesures. On a un peu l'habitude maintenant de compter les douleurs et de les mesurer, c'est un exercice un peu bête. Je sais que les protestants ont été terriblement persécutés que les jansénistes. Mais enfin, pour beaucoup, c'est l'exil, c'est la misère, c'est la privation des bénéfices. Ils ne sont plus curés où ils le restent, parce qu'on ne peut jamais discipliner un prêtre de sa qualité sacerdoce. On ne peut jamais. Mais il est privé de ses ressources, il est privé de ses fidèles. Ils sont chassés, ils sont persécutés. Il y en a un qu'on retrouve à Vincennes. Et il y a très longtemps, j'ai visité le château de Vincennes. Et j'ai appris par le guide conférencier que les conditions de détention y étaient plus rudes qu'à la Bastille. On y mettait les gens, on les cachots. Au bout de 6 mois, faites un tour à Vincennes, c'est un Vincennes qu'on ne connaît pas. Eh bien, il faut être très clair. En 1 an d'épiscopat, il est entré à Laon avec tout un appareil majestueux. 1 an après, il était donné à Cambrai. Mais il avait fait, j'allais dire, il avait accompli la mission qu'on lui avait donnée. Il avait terrorisé. Ce chapitre, qui avait à peu près 80 appelants,
il ne va plus en rester qu'une vingtaine lorsque commence l'épiscopat de M. Lafare. Alors, je n'ai pas de portrait de l'évêque Lafare, mais j'en ai un fait par le duc de Saint-Simon. Écoutez bien. Un étrange évêque. C'était un misérable, déshonoré par ses débauches et par son escroquerie, que personne ne voulait ni regarder, et que M. le duc d'Orléans, qui me l'a dit lui-même, chassa du palais royal. Pour sortir d'un état si pitoyable, ce rebut du monde, puisqu'il le convertit, frappa à plusieurs portes pour être ordonné prêtre, sans y pouvoir réussir, à ce que me conta Rochebonne, évêque comte de Noyon, qui fut de ceux qui le refusèrent. Enfin, il trouva un prélat plus traitable par la conformité de conduite. J'aurais horreur de le nommer et de dire avec quel scandale il l'ordonna contre toutes les règles de l'Église. Lafare fut mis à l'an. Ça c'est bien, c'est le style concis, brutal, strict du duc de Saint-Simon. Lafare fut mis à l'an. Où on a vu depuis ce qu'il savait faire. Il y est mort à Boré et banqueroutier, après avoir de gré ou de force escroqué tout son diocèse, qu'il avait d'ailleurs dévasté. Alors, je lis mon texte. On émet toujours des réserves en lisant les portraits de Saint-Simon. Certes, le trait est toujours artistement forcé. Il n'empêche que le fond des choses, les faits, pour tout dire, sont le plus souvent relatés avec exactitude par le petit duc, dont on connaît, il faut le dire, les sympathies jansénistes. Banqueroutier, un évêque banqueroutier. Eh bien, allez à Soissons, dans la collection terrain, vous y trouverez une pièce comptable où l'agence générale du clergé, dès 1725, 2 ans après la nomination de M. Lafare, est obligée d'éponger des dettes criardes. Et là, une pièce comptable, ça manque. De folles dépenses. Monsieur de Lafare persécuta les jansénistes aussi dans un terrible synode de 1728. Il a comme mission de chasser les derniers jansénistes. En 1728, il renouvelle les cérémonies de Monsieur de Saint-Albin. Il les convoque, pour ainsi dire, un par un, et sont exilés Claude Bugnâtre de Tévigny, le chanoine bourgeois, le chanoine Mathieu Lenain, les 3 chanoines l'élus, André, Rémy, Jean-Marie, M. Tillorier, qui mourut avant son départ en exil, le chanoine Cadry, savant théologien venu d'Avignon, qui s'exila, qui est parti pour Amsterdam, le curé de Saint-Pierre-le-Vieux, le curé Gutevert, qui est interdit par l'évêque et s'enfuit, commence sa carrière d'apologète et de polémiste, qui publie à Amsterdam des traités jansénistes et qui s'enfuit, bien entendu. Et M. de Lafare avait réussi en grande partie à terroriser son clergé, à étouffer le jansénisme, mais il avait en même temps placé la question religieuse sur un autre terrain, le terrain scolaire. Et ça a été un peu une surprise pour moi. En même temps, dans les années 1730, qu'il se fait véritablement persécuteur insistant, il se dit, le seul moyen d'étouffer le jansénisme dans mon diocèse, c'est d'y établir les pères jésuites. Il confie le collège aux pères jésuites, aux jésuites. Seulement, il y a une question scolaire, et elle est très simple alors. Le collège est fondé en 1581 ou 83 par un bourgeois de Laon qui en confie la gestion exclusive à la municipalité. C'est un collège municipal qui y nomme les professeurs, avec peut-être coup d'œil spirituel sur l'évêque, mais rien de plus. Lafare, véritablement agent d'un absolutisme aveugle, nommé par le roi, j'ai l'approbation du pape et tout, je peux me permettre ce que je veux, et je nomme les jésuites. Il le fait avec beaucoup de brutalité, et il y parvient. Car il a l'appui sans réserve du Premier ministre cardinal Fleury et du secrétaire d'État à l'Intérieur, on dirait aujourd'hui, le ministre Maurepas. Et ces appuis sont certains. Les jésuites s'installent alors au scandale de la municipalité. Et la municipalité, vous vous doutez bien, ce sont les Bugnâtres, les élus, les Lenains et autres. Toutes ces familles qui ont mordu la poussière religieusement, il faut qu'elles
qu'elles boivent la coupe jusqu'à la lie en supportant le Christ. Ces jésuites vont rester à Laon, par dérogation, jusqu'à l'expulsion de 1764. Un véritable coup de force que se permet M. de la Fare et que les évêques postérieurs ont sanctionné. L'affaire est maladroitement menée par M. de la Fare. Oui, j'ai ce texte-là, si vous voulez, je peux en produire beaucoup plus. M. de la Fare inonde, et c'est un phénomène qui n'est pas propre à l'homme, inonde le public de textes, mandements, ordonnances, instructions, protestations, procès, dans les années 1730, 1730, 1740. Il ne cesse de produire du texte, des instructions de plus en plus âpres, et surtout rabâcheuses. Il faut signer, il faut signer, il faut signer. À l'habileté et l'intelligence théologique, il oppose sans cesse le pesant argument d'autorité. Première instruction pastorale, il y en a beaucoup, de Monseigneur l'évêque duc de Laon sur la conduite qu'on doit tenir à l'égard de ceux qui sont notoirement rebelles à la Constitution Genitus. Alors vous voyez, n'est-ce pas, Étienne Joseph de la Fare, par la grâce de Dieu, l'autorité du Saint-Siège apostolique, évêque duc de Laon, second père de France, condamne ici, il y a longtemps, mes très chers frères, que le jansénisme serait aux abois, si malgré les liens, etc., etc. Et il produit. Il produit jusqu'à se compromettre. Dans sa brutalité et dans son insistance, il empiète maladroitement sur les droits de la couronne. Il favorise beaucoup trop les desseins du Saint-Siège, des saints politiques, au détriment des droits du roi. Et alors là, il y a protestation. Quelqu'un, jansénisant sans doute, très soucieux d'éviter les empiétements de la religion sur la politique, c'est un certain Gilbert Voisin, avocat général du Parlement de Paris, pardon, excusez. Voilà. Gilbert de Voisin fait prendre un arrêt de la Cour de Parlement qui ordonne la suppression d'un imprimé intitulé Instruction pastorale de M. l'évêque duc de Laon. Ce jour, toutes les chambres assemblées, les gens du roi sont entrés, maître Guillaume François-Louis Joly-Fleury, avocat du dit Seigneur roi, portant la parole, ont dit, etc., etc. Qu'ils viennent rendre compte à la cour d'un écrit qui leur a été remis entre les mains, etc. Le texte de l'évêque de Laon. L'évêque de Laon, j'ai compté, a dû produire, attention, j'ai repéré, à la suite de Maxime de Sars, qui a fourni une bibliographie qui m'a été donnée, les photocopies m'ont été envoyées par les archives départementales, je dois encore faire un grand remerciement. Monsieur de Sars avait compté environ une quarantaine de textes écrits par la Fare. J'en ai retrouvé au moins 5 ou 6 de plus, au moins 5 ou 6. Et il doit encore y en avoir. Il inonde le diocèse et la France de ses écrits. Et il est condamné. Il est condamné par le Parlement. Il est condamné par le Conseil d'État. Mais alors, qu'est-ce que c'est que les condamnations du Parlement? Il y a quelque chose de pitoyable quand la justice est impuissante. Il condamne le mandement à être brûlé aux marches du palais. Alors, je le dis tout net, ça fait rire tout le monde. Un évêque, des évêques, parce que l'évêque de Soissons est autrement plus redoutable que l'évêque de Laon, parce que l'évêque de Soissons était intelligent. Non, si vous voulez, non, je plaisante, c'est du voisin, sans plaisanter. Le porte-parole de l'antijansénisme, militant et triomphant, c'est M. Languet, évêque de Soissons, et bientôt archevêque de Sens. C'est à Sens, à Auxerre, ou à Sens, que vous avez la plus grande bibliothèque, une des plus grandes bibliothèques jansénistes de France. Car M. Languet, pour le combattre, avait rassemblé tous les écrits. Ils ont encore. Voilà, ça. Alors, il est condamné par le Parlement, il est condamné par le Conseil d'État. Alors, je vous dis, à la fin, ça fait rire tout le monde. Ça fait rire ce que nous avons appris à connaître comme les écrivains du XVIIIe siècle, sceptiques, libertins, un peu libre-penseurs. Nous avons la trace de cette dérision de la correspondance de Voltaire. Voltaire revient d'Angleterre, il a écrit ces fameuses lettres anglaises qui sont condamnées par le Parlement, bien entendu, et Voltaire écrit à un de ses correspondants:
On dit qu'après avoir été mon patron, vous allez être mon juge, et qu'on dénonce à votre Parlement ces lettres anglaises, comme on le ferait d'un mandement du cardinal de Bissy ou de l'évêque de Laon. Et c'est-à-dire que, déjà, c'est beau. Puis ce ridicule, ces écrits sont traînés, on va dire, dans le ruisseau, par la dérision. Alors la dérision, elle n'est pas glorieuse du tout. Elle n'est pas glorieuse du tout. Je vais aller un petit peu plus vite. Bon, passons sur des épisodes qui pourraient être intéressants, mais c'est un peu long. Je présente un autre prélat, Monsieur de Ségur, évêque de Saint-Papoul, c'est du côté de Castelnaudary. C'est un petit village aujourd'hui insignifiant, mais vous savez que dans le Midi, il y avait beaucoup d'évêchés qui sont aujourd'hui des bourgades de rien du tout, de 300-400 habitants. Alors, Monsieur de Ségur, il avait été le vicaire général de l'évêque Saint-Albin, donc ultra anti-janséniste. Puis en 1735, ce Monsieur de Ségur abdique de Saint-Papoul. Il dit: j'ai menti. Je suis janséniste pour être évêque. J'ai faim de ne pas l'être. Scandale de l'élection. Immédiatement, l'affaire est montée en Lafare, évêque de Laon, reprend la balle au bond, relance le scandale, et tout le monde s'en moque. Qui s'en moque? Les Gaulois, les libertins, et permettez-moi de le dire, les rigolos. En même temps que l'évêque de Saint-Papoul démissionnait, une diva de l'opéra, Mademoiselle Lemort, refusait d'aller chanter sur la scène de l'opéra. Et on avait donc la démission de la diva et la démission de l'évêque. Et on en fait des rigolades. On en fait des rigolades, alors c'est même un peu salé, je vous le dis. On trouve, dans toutes les bonnes bibliothèques, une lettre de Mademoiselle Lemort à Monseigneur l'évêque de Laon, de l'honneur qu'il a bien voulu faire à son manifeste du 3 de la lune de février 1735, dans le mandement qu'il a adressé aux fidèles de son diocèse, du 20 avril, donné dans le cabinet de nos parties secrètes, le 5e jour d'après la lune de février, signé Lemort et pour Mademoiselle Catin. Voilà. Les mandements de l'évêque de Laon sont tournés en dérision dans les plaisanteries les plus gauloises et les plus équivoques. Même chose, la basoche. Je ne sais pas si ce terme évoque encore quelque chose. La basoche était des associations ludiques, de bons vivants, de magistrats, si vous voulez, qui une fois par an faisaient un banquet, et puis, comme on dirait, se défoulaient. Tout était permis. Une fois par an, on tournait en dérision, dans le monde de la justice, tout ce qui pouvait l'être. On a des basoches à peu près partout. L'avocat, procureur, souvent les auxiliaires de justice, plus que les grands magistrats, se faisaient des rigolades, des monos, n'est-ce pas, avec un banquet. On comprend d'ailleurs qu'une pareille profession doit avoir un peu besoin de décompresser. Eh bien, on s'en moque, et la basoche imitait le style juridique en rendant des arrêts burlesques. Et il y en a un, arrêt burlesque, qui ordonne que le mandement de M. l'évêque de Laon, donné à Laon le 2 avril 1735, sera brûlé par la main d'un décroteur, le premier qui sera rencontré aux marches du palais, le 22 avril 1735. Autrement dit, les écrivasseries de l'évêque de Laon, ces hostilités anti-jansénistes, anti-royales, c'était bon à remettre à la poubelle et au videur de poubelle. Ça peut être grave. Toutes ces querelles inhabilement gérées, que les grands prélats du XVIIe siècle, les cardinaux d'Estrée, s'étaient arrangés pour étouffer, favoriser, etc., en sous-main et discrétion, étaient étalées, mises au grand jour, défendues par des évêques qui n'avaient généralement que leur grand nom pour seul titre à gouverner des églises. L'Église en sortait blessée. Les sujets d'élite avaient été chassés, persécutés. L'autorité royale représentée par le Parlement bafouée. Tout cela donne bien à réfléchir et laisse entrevoir que cet historien du XIXe siècle, Félix Roquin, qui disait qu'il y avait dans ces querelles les prodromes d'une grande crise morale, d'une grande crise sociale et politique, eh bien, ces propos sont pleinement justifiés.
Quant à nos jansénistes du Lannoy, je suis certain que par simple comparaison avec ceux qui les persécutaient, ils savaient qu'ils formaient une élite. Les persécutions qu'ils subissaient renforçaient le sentiment d'être du nombre de ces élus de Dieu, dont l'enseignement de Jansénius leur avait appris que le nombre était restreint. L'exemple de Port-Royal, victime de la vengeance royale, devait à coup sûr renforcer ces jansénistes dans cette conviction. Ils n'ignoraient pas que le destin des groupes, tels que les leurs, était de disparaître après avoir donné à un moment tout son éclat. L'acceptation, l'adhésion au dessein de la Providence, aux effets de la grâce, en un mot, était de l'essence même de leur croyance. Ceux qui ont été ici évoqués, ces jansénistes lannois, s'étaient soumis à la nécessité. Ils disparaissaient les uns après les autres, mais c'était en proclamant fièrement jusqu'à la mort qu'ils étaient amis de la vérité, selon l'expression en usage parmi eux. Voilà. Si des personnes veulent des explications complémentaires ou susciter un débat, je suis à leur disposition dans la mesure de mes possibilités. Donc on a là, avec la répression du jansénisme, on a une des explications de la déchristianisation de l'Inde depuis la Révolution française. Oh, je le pense, c'est probablement bien avant, mais je ne le mettrai pas seulement ce phénomène de déchristianisation. C'est certain que la querelle janséniste l'a aidé, mais c'est certainement pas le seul facteur. Je crois que déjà, si vous les prenez un personnage comme le cardinal Bétré, on ne dira pas qu'il était déchristianisé, mais si j'ai insisté sur son conseiller théologique, M. Diroy, M. Diroy était janséniste, mais en même temps partisan de la philosophie de Descartes. Or, on sait bien que la philosophie de Descartes est avant tout une philosophie du doute, en principe du doute scientifique. Mais entre mettre en doute les phénomènes scientifiques, interroger la science par le doute, et puis un beau jour, on finit par mettre aussi en question les institutions politiques religieuses. Et je suis convaincu que quelqu'un comme Détré était, si je puis dire, un catholique, on dirait entre guillemets, d'une façon anachronique, libéral. Mais il savait très bien que, vu sa population, vu ses fidèles, on ne pouvait pas parler à M. Diroy, son théologien, comme on prêchait dans la cathédrale. Mais je pense que des processus civilisationnels sont à l'origine d'une déchristianisation qui fait que chaque génération ne peut plus croire comme a cru ses pères, voyez-vous. Mais il est certain qu'il y a gros débat, et le débat n'est pas clos. Chez les historiens, et même dans la pensée religieuse, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec vous il y a une heure, si vous voulez, beaucoup de catholiques convaincus ont dit non, le jansénisme est un désastre, parce que c'est certain que par sa rigueur, il a fermé les portes du temple. Puis par sa conception, mais on pourrait tout aussi bien dire protestant qui croit à la prédestination, par sa conception rigoureuse, Dieu sait tout, Dieu peut tout. Après tout, s'il est écrit que je suis damné, je vais me donner du bon temps. Il n'y a plus rien à y faire. Mais ces conceptions rigoristes sont terribles. C'est pourquoi je disais qu'il y a une espèce de conception philosophique de base, et qui, croyants ou non-croyants, sommes-nous déterminés par des forces, on va dire, physico-chimiques? En ce cas, si nous sommes déterminés par des forces physico-chimiques, cela veut dire que, je mets les pieds dans le plat, les pédophiles que nous poursuivons comme les pires des criminels seront peut-être considérés dans 500 ans, comme dans 200 ans, comme des gens qui ont un dérèglement ceci, cela, hormonal, et qu'on les punit aujourd'hui comme on punissait les sorcières il y a 300 ans. C'est la question du déterminisme. Voyez-vous, elle se pose cette question du déterminisme et de la liberté de l'homme en tous les temps et en des termes différents. Au XVIIe siècle, on a posé un terme religieux. Ça, c'est la déchristianisation. J'aurais plutôt tendance, monsieur Thierry, à croire que cette crise, ce que je vous ai exposé, a ébranlé les autorités. Enfin, je regrette. Monsieur de Lafare, comme on dit aujourd'hui, n'est pas crédible. Voltaire n'est pas crédible.
par son insistance. Il écrit, je crois, je fais le compte, ce que j'ai trouvé, 17 papiers d'importance variable, toujours sur le même ton, avec un argumentaire misérable. Il faut obéir parce qu'il faut obéir, parce que je l'ai dit. Non. Voilà, monsieur Lafare. Bon, il fait rigoler à Paris. J'ai cité Voltaire, qui considère que vraiment l'écrit de monsieur Lafare, c'est bien, mais je pourrais citer quelqu'un qu'on ne lit pas, qui est l'avocat Barbier. Barbier est un avocat parisien qui tient son journal. Personnage curieux, Barbier. Il est dans les news, je n'ai pas d'autre terme. Tous les jours, M. Barbier, en 50 ans, va noter tout ce qui se dit à Paris. Tout. Il ne fait rien. Au principe, un avocat, mais il note. Et il dit, bon, l'évêque de Lens commence à faire parler de lui. Il n'est pas ni bienveillant ni malveillant, c'est l'agence France-Presse. Monsieur Barbier, disons, on entend parler de ce personnage-là, ça suffit, c'est sûr. Alors, je pense que, pas comme M. Ségur, mais des gens comme M. de Lafare, tout a un but. J'ai l'appui du pape, j'ai l'appui des jésuites, j'ai l'appui des ministres. Donc je peux tout. Mais non. Ton affaire ne marche pas. Certes, tu finis par les avoir. Il n'y en a plus, jansénistes. Mais tu as reçu tellement de coups dans la bataille sans même t'en apercevoir que toi-même t'es réduit à l'impuissance. Et à la puissance de leur financière. Je signale que les caisses comptables sont là pour le dire. Ils meurent banquiers. Gagner comme ça n'est pas gagner. Et c'est vraiment, c'est intéressant. Combien de personnes qui ont l'autorité ont le sentiment d'avoir parti gagné parce qu'en effet, elles sont venues à bout du projet. Et après, le surlendemain, qu'est-ce que la réussite? Monsieur de Lafare a-t-il échoué ou réussi? Si on compte les jansénistes qui restent, il a réussi. Toute la ligne. Mais en gros, il est plus crédible. Plus personne n'y croit. Et j'ajoute, alors personnellement, là c'est vraiment pas du tout la conférence, c'est mon sentiment personnel. Il s'était privé d'une élite. Car ça, c'est une conviction intime. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit historique. Bon, je parle librement, c'est mon sentiment intime. Pour moi, c'était les meilleurs. Pour moi, les petits lauriers, les meilleurs. Et je livre une question au Lannoy que vous êtes. Vous avez une particularité à Lens, assez rare, entre autres. Ça va être une très belle ville, ça, je dis beaucoup, merci. Vous n'avez eu que tardivement une histoire de votre ville. Si je ne me trompe, la première histoire imprimée doit être du 19e siècle. Je ne sais pas si c'est Devine ou Melville. Devine. Eh bien, toutes les villes de France épiscopales ont une histoire imprimée avant la Révolution. Beauvais, on a une en 1612. Vous n'en avez pas, vous les avez manuscrites. Quant à l'île de Langres, qu'à la Bibliothèque nationale, il y a des histoires manuscrites de la ville de Langres et de très belle qualité. Particulièrement celle d'un Bugnard. De Don Bugnard, toujours la même famille. Et elle est restée manuscrite, je l'ai lue parce qu'une lointaine descendante, d'abord il n'a pas eu les souscripteurs en nombre suffisant pour imprimer son livre, et il y a un manuscrit d'une histoire de Lens dont les feuillets ont été déchirés par une descendante. Et c'est lié aux jansénistes. Les grandes familles patriciennes lannoises ont été divisées sur cette question. Les Lenain, Bugnard, l'élu étaient jansénistes. Mais les Leclerc, qui tiennent le présidial et une partie de la magistrature, sont jésuites. Vous trouvez qu'il y a un lendemain, et quand on lit vos historiens dans les bulletins de Société académique de Lens ou de Picardie, il y a dans les premiers articles du 19e siècle des vieux souvenirs et pas mal de non-dits. On n'avait pas oublié. Il y a deux choses qu'on n'a pas oubliées dans les familles. C'est, à mon avis, l'attitude lors de la crise janséniste et l'attitude lors de la crise jacobite.
À mon avis, ça se sait jusqu'à la guerre 14. Je suis sûr qu'il y a des histoires municipales et des histoires de famille qu'il faudrait creuser là-dessus. Mais le fait est que vous n'avez pas d'histoire imprimée avant le 19e siècle, et c'est un fait rarissime. Je n'en connais pas. À mon avis, la querelle a dû être d'une violence rare et tue. Mais c'est comme dans ces belles villes, les murs suintent. On comprend. Peut-être d'autres questions sur cette affaire. Un peu oubliée, mais je crois très vivante. Ah, Merci beaucoup. ben, je vous en prie. Le plaisir a été pour moi.